wants to give me so much more than... J'ai quelque chose d'important à vous dire. La vie est belle. C'est la seule chose vraiment intéressante qu'il faut que vous reteniez de tout ça. Tout le reste, c'est du blabla. Donc, ça y est, tous ceux qui ont des notes, vous avez marqué « La vie est belle ». Voilà. Eh bien, merci. Au revoir. Elle est belle aujourd'hui pour plein de raisons, et j'en vois une dans ce lieu. C'est qu'à côté de nous, il y a un tas d'orge belge, maltais façon belge, pour faire de la bière belge. Et j'ai du mal à imaginer le nombre de bouteilles qui pourraient être faites avec tout ça. Célébrer, hein, faire la fête. Si on veut produire des tas de denrées agricoles, si on veut des paysages joyeux, des paysages heureux, c'est pour bien vivre. Et là, j'avoue que j'ai un petit faible pour la bière et que j'ai l'impression d'être chez moi. Voilà, la vie est belle d'une façon... Ah ouais, avant de penser à ça, mes petits muscardins là. Ces muscardins, dans la région de France d'où je viens, en Corrèze, étaient relativement abondants, fin 19e, début 20e. Ils existaient. Abondants, mais pas envahissants. Et un beau jour, on va dire dans les années 70, 80, et à partir de là, ce phénomène n'a pas arrêté de s'amplifier, sont apparus des campagnols terrestres. Campagnols qu'on a affublés du doux et majestueux nom de rats-taupiers. Il fallait qu'ils deviennent des bêtes immondes et qu'ils sont arrivés à des régimes de prolifération mais juste ahurissants, au point que sur certaines, et même sur des pâtures pour des animaux, ça remettait en péril juste le fait de faire du foin ou un enrubanage de bonne qualité, parce que dès qu'on récoltait, il y avait plein de terre qui se mettait dedans, et donc les animaux, nos herbivores, ça mange de l'herbe, ça ne mange pas de terre, et la terre pouvait créer des tas de problèmes sanitaires. Et donc, ces rats-taupiers sont devenus un problème qui fait que les pouvoirs publics investissent des montants colossaux pour les réguler, et donc les capturer, les empoisonner, enfin, il y a plein de méthodes possibles qui sont utilisées. Et des petits groupes de producteurs sur le plateau de Millevaches, à 1000 mètres d'altitude, dans des endroits où des prises agricoles étaient telles que l'agriculture devient difficile déjà par manque d'agriculteurs, et les rats-taupiers là-dedans, c'est devenu catastrophique. Après quelques années à essayer d'œuvrer avec la nature, avec les rats-taupiers, en réfléchissant simplement aux caractéristiques que devait avoir un écosystème qui régule correctement ces rats-taupiers, ça nous a appris plein de choses. Et aujourd'hui, sur ce secteur-là, les rats-taupiers ont pas entièrement disparu, mais ne posent plus de problèmes majeurs. Et étonnamment, là où ils ont disparu, les muscardins sont revenus. Vous voyez, des techniques qu'utilisent les agriculteurs, et en l'occurrence des éleveurs en altitude, ont non seulement permis de régler un grave problème sanitaire, ont permis de maintenir une bonne productivité des prairies et de l'élevage qui est derrière, et ont fait ressurgir un petit animal qu'on croyait disparu. Et là, il y a un truc qui m'a profondément ému, et c'est pour ça que j'aime bien commencer par les muscardins. J'ai passé des années à lutter contre des rats-taupiers, à lutter contre des êtres vivants. Et aujourd'hui, en apprenant à faire avec, c'est-à-dire à reconstituer les chaînes
alimentaire, la complexité des écosystèmes qui permet qu'ils puissent vivre chez nous sans poser de problème, eh bien, plus de poisons mis dans la nature et des bêtes extraordinaires qui reviennent. Et donc, les agriculteurs peuvent devenir des producteurs de biodiversité. Aujourd'hui, on veut opposer agriculture et biodiversité. Dans tous ces mouvements, on parle d'agriculture régénérative, on pourrait aussi parler d'hydrologie régénérative, on pourrait parler de permaculture, de forêt-jardin, de tous les fous, les naïfs, les poètes, qui essaient de faire avec la nature. Et bien que là, il y a quelque chose qui est fondamentalement juste. C'est que ça permet de réactiver des systèmes, des phénomènes qui avaient complètement disparu. Et les phénomènes qui ont complètement disparu, c'est déjà la tenue des sols. Ça a été présenté, hein, ici c'est un problème important, cette histoire d'érosion, hein, à la fois des sols qui partent en haut, qui s'accumulent en bas. Dans certains secteurs, alors excusez-moi, j'ai pas les références pour la Belgique, je les ai pour les territoires en France que je connais bien. Ça peut représenter jusqu'à 10 tonnes de terre qui partent par an et par hectare. Vous voyez, un bon producteur céréalier, il produit ses 100 quintaux, c'est 10 tonnes. En fait, ce que nous coûte la production de nos 10 tonnes de blé, c'est 10 tonnes de terre. Le prix du blé, aujourd'hui, c'est la terre. Plus tous les intrants et tout ça. Et donc, les pédologues nous racontent que pour reconstituer quelques centimètres de terre, c'est des processus pédologiques qui vont s'étaler sur des milliers d'années. Quand on est, comme ici, sur des loess, des limons très profonds qui font 4, 5, 6 mètres de profondeur, on a de la marge devant soi. Et donc le problème n'est pas vécu avec une grande anxiété. Il y a de la réserve en dessous. Quand on est dans des endroits, et j'imagine qu'en Belgique, il n'y a pas que des loess très profonds, qu'il y a des endroits où le terrain est beaucoup plus superficiel, et bien dès que vous voyez que les cours d'eau, quand il y a des grosses pluies, deviennent boueux, il faut se dire que c'est un peu de notre vie ici qui est mise en danger, qui est remise en question parce que les sols disparaissent. Et donc, on voit des choses comme ça. Donc ça, c'est juste pris près de Valenciennes, hein, une photo, où on voit les anciens cours d'eau d'avant le remembrement qui se réimpriment dans le paysage. Que si à un moment, il y avait beaucoup plus de cours d'eau que maintenant, si tous ces cours d'eau ont été effacés, canalisés, drainés, ainsi de suite, quand il y a beaucoup d'eau, ben, le dessin de ces cours d'eau, il revient. Et ce dessin, ben, c'est tout le sol qui a foutu le camp. Hein, donc là, des tas d'exemples hein, qui ont été pris pendant différents événements, mais vous voyez la taille de l'érosion, ça peut être des choses tout à fait prodigieuses. Vécu en Belgique, vécu chez moi, en Corrèze, hein, quand on est maraîcher et qu'on se retrouve, parce qu'il y a trop d'eau, à cultiver des laitues aquatiques, ça marche plus trop. Pareil pour les patates. Pareil, et ça, voilà, ça j'aime bien. C'est la Garonne, dans le sud-ouest, au niveau de comment ça s'appelle les tomates. Marmande. Gros pays, légumière, fruitière. Ça, c'était il y a 3 ans. La Dordogne, ça fait moins de 100 mètres de large. À Marmande, elle faisait 14 km. Voilà. Chez moi, il y a des jours, on a eu 300 mm d'eau en une semaine. 300 mm d'eau, c'est presque la moitié de la pluviométrie annuelle. La Vézère, petite rivière qui coule en bas de chez moi, elle faisait 4 km de large. Hein, donc les pâtures, elles étaient déjà hautes comme ça. Les céréales, ben, vous voyez dans quel état c'est ici. Chez nous, c'est un peu plus avancé parce qu'il a fait un peu plus chaud. Tout noyé. Donc, des larmes. Le ciel pleure. Quand nous pleurons. Et quand nous pleurons, le ciel pleure, et quand le ciel pleure, nous pleurons. L'autre truc qu'on n'avait pas du tout vu venir chez nous, ça c'est une image de ce qui s'appelait le Dust Bowl aux USA.
Dust Bowl, donc des moments où on met en place des cultures, du travail du sol dans des endroits qui étaient des zones de prairies, qui n'avaient jamais été travaillées. Très rapidement, le complexe argilo-humique et la végétation qui retenait la terre a disparu, bien évidemment. Et là-bas, c'est des formes d'érosion éolienne. Le vent. Quand j'étais gamin, j'étais en Alsace et je me rappelle que chaque fois qu'on voyait derrière le tracteur toute la fumée de la poussière de la terre qui se soulevait, on disait « Ouais, ça travaille dur, là, la machine, elle travaille bien ». Mais ça, c'est le symptôme d'un truc qui ne va pas du tout. En France, toujours, la plaine de Laco, une des plaines les plus riches de la productivité agricole en France, hein, et ben c'est le Dust Bowl, ça fait des dunes de sable. On est bien en France, il y a bien marqué charcuterie. Hein. Et ces choses-là, on commence à les vivre. Alors bien sûr, hein, rappelez-vous que les dépôts de l'os qui ont été constitués ici, hein, dans ces terres-là, c'est des dépôts éoliens qui ont été faits par du vent. Et qu'aujourd'hui, avec l'aridification de nos milieux, eh bien, ces mêmes dépôts qui sont déjà été transportés une fois par le vent peuvent se retransporter ailleurs. Et donc là, on sent qu'il y a aussi un capital, un potentiel auquel il faut faire attention. Bien sûr, quand on a 4 mètres de profondeur, on se dit qu'on a le temps. Chez nous sont aussi arrivés ça. Hein, donc ça, c'est tout près de chez moi, l'été 2022. L'incendie. Quand, en 2022, on a eu 6 départs de feu sur notre commune. Ça aussi, c'est le réchauffement climatique. Ces départs de feu, et dans mon environnement, il y a des agriculteurs, des tas de personnes qui essaient d'avoir tout bon. Couverture des sols, culture permanente, peu de travail du sol, grande diversité dans les productions, dans les forêts-jardins, enfin il y a des tas de choses comme ça qui se mettent en place. Mais là, quand vous avez les cendres de l'incendie qui commencent à vous tomber dessus, et que d'abord c'est le maire qui passe pour dire « bon, l'incendie il arrive sur nous, il va peut-être falloir évacuer ». Et qu'une demi-heure après, vous n'avez même pas commencé, vous avez dit « bon, on peut avoir un peu de temps », une demi-heure après, c'est les pompiers qui viennent vous sortir de chez vous, manu militari, pour vous dire « l'incendie arrive », que vous vous dépêchez vite fait de mettre 3 bricoles dans la voiture et qu'on vous donne un point de rendez-vous sur la montagne d'à côté, et que de là-bas, vous voyez que ça brûle chez vous, et que les Canadaires tardent à arriver. Eh bien, même si on a tout bon, même si on a tout juste, même si on fait tout bien, on a peur. Et si on a peur, eh bien on se dit, on va peut-être venir vivre en Belgique. Vous savez, la Corrèze, le prix des terres n'est pas cher. J'ai compris que ce n'était pas du tout le cas en Belgique, où les prix des terres étaient à des niveaux qui se trouvent stratosphériques. Et donc comme c'est pas cher, eh bien, il y a plein de gens plus au sud, et des zones méditerranéennes, qui viennent s'installer chez nous actuellement, parce que le foncier est disponible, et que les risques d'incendie sont quand même moins importants que ce qu'il y a dans le sud-est de la France. Mais tout ça, ça questionne qu'on a déjà en Corrèze des agriculteurs qu'on peut appeler migrants climatiques. Et qu'il va y avoir encore plus d'autres personnes. Et face à tout ça, on se trouve dans une situation un peu étrange, dans un monde qui n'arrête pas de nous faire culpabiliser sur la façon dont on vit, la façon dont on consomme trop d'énergie, la façon dont on gaspille tout, notre consumérisme, les énergies fossiles qui sont trop utilisées, enfin toutes ces choses-là que vous connaissez par cœur. Et que quelque part, c'est vraiment à nous de nous démerder pour tout changer. Hein, et donc, ces représentations moyenâgeuses de l'enfer sont complètement à l'œuvre dans nos imaginaires aujourd'hui. On a tout faux, on n'est pas bon, on est trop nul, c'est pas bien ce qu'on fait, et donc on s'enfonce dans des formes de culpabilité qui sont bien à un moment pour prendre conscience des choses, mais que si ça dure, on devient juste triste. On a peur, et on n'est plus bien ni dans ses baskets, ni à l'endroit où on vit.
Et que cette peur, en fait, elle vient probablement de quelque chose de beaucoup plus profond que juste la peur de brûler, qui est qu'on prend conscience des dégâts que l'on cause dans la nature. Le réchauffement climatique, c'est une chose, la biodiversité est autre chose, et qui est plus fondamentale parce que ça nous touche de plus près. Ça parle de ce qui vit. Le réchauffement, ça parle de ce qui brûle. Moi, j'aime bien mon steak quand il est bien cuit. Là, on parle de ce qui vit. Et vous voyez, autrefois, dans les visions moyenâgeuses de la vie, cette tapisserie d'Aubusson, donc de Limousin, de la région où j'habite, de la Dame à la licorne, qui est un grand classique de la tapisserie, on voit cette femme avec d'un côté le lion, le chaos, le bouleversement, le lion, ça casse tout, et puis une licorne, la fécondité, l'amour, la beauté. Et que cette femme, en fait, se trouve dans un lieu tiraillé entre ces deux tensions-là. Vous voyez, chacun tire la couverture de son côté, mais dans un lieu dans lequel il y a beaucoup de vie. Des couverts végétaux très fleuris, plein de petits animaux, des arbres, plein d'arbres, porteurs de fruits, porteurs de fleurs. Et dans tout ça, il y a cette jeune fille qui apporte un trésor. Et ce trésor, c'est le trésor de la vie. Voilà. Et ça, c'est le monde tel qu'il fonctionne dans nos mentalités, dans nos imaginaires, dans toutes les narrations, dans tous nos mythes. Il y a toujours cette tension entre le bien, le mal, le chaos et puis la fécondité qui apporte quelque chose. Et qu'aujourd'hui, la version que l'on réalise sur Terre n'est plus d'accepter la fécondité ou le chaos, c'est juste de tout utiliser, de tout consommer, et donc de ne plus laisser ces forces de la nature exister. Et la réponse devient violente. Les photos qu'on a vues avant sont des premières formes d'expression de ces violences, mais qui déjà nous touchent dans nos existences. Et donc à partir de là, au plus profond de ce qui va mal, ça c'est dans le désert de Namibi, des endroits où il ne pleut pas. Vous voyez la lagune dans laquelle il y a eu de l'eau, peut-être il y a 6-7 ans, qui s'est toute craquelée. Et un beau jour, il n'y a même pas une pluie, juste une fine rosée. Et cette fine rosée, qui va se condenser dans les fissures froides et profondes du sol, quand c'est plus froid, la rosée va toujours se fixer sur le plus froid, on va remplir ces fissures d'eau, en fait, et 2-3 jours après, il y a les fleurs qui reviennent. Et des exemples comme ça, on en a plein. Vous voyez, les grands incendies qu'il y a eu en Californie en 2021, je crois, au printemps 2022, les floraisons qu'il y avait en Californie étaient devenues tellement abondantes qu'elles étaient visibles de la station spatiale internationale. Toute la Californie devenue orange, bleue, blanche, multicolore en fait, de toutes ces fleurs qui sortent dessus. Que chaque fois que tout brûle, nous on pleure, mais le ciel aussi, ça se met à pleurer au bout d'un moment, et que dans ces larmes-là, la vie reprend. Et la vie reprend d'une façon de plus en plus somptueuse. Et ça nous pose cette question aujourd'hui, si même au plus profond du chaos, la vie est capable de revenir, sans intervention humaine du tout, en désert de Namibie, est-ce qu'il ne faut pas qu'on réinterroge notre vision de la nature, lutter contre ou faire avec? Alors, j'aime bien ça parce que lutter contre la nature ou faire avec la nature, c'est un thème récurrent qui accompagne l'humanité et qu'on voit très couramment représenté dans les manuscrits moyenâgeux. Donc ça, c'est un manuscrit du XIe siècle. On voit un preux chevalier attaquer un escargot. Ça paraît dérisoire, et c'était ce que les gens voulaient dire à l'époque. Lutter contre la nature, c'est quelque chose de complètement vain. C'est comme si on voulait lutter contre les limaces. Sauf que nous, on s'est appris à lutter contre les limaces.
Donc on ne sent pas que c'est quelque chose de vain de lutter contre la nature. Ce que j'aime aussi beaucoup là-dedans, c'est que c'est une des rares représentations du Moyen-Âge où il y a un champignon. Voilà, et les champignons m'ont accompagné dans ma carrière d'agronome au départ, de chercheur, de scientifique. Et je vais vous montrer juste une étude qui a été réalisée par tout un groupe de scientifiques autour du bassin méditerranéen qui explique deux choses. D'un côté, comment est-ce qu'on fait pour transformer une forêt qui génère sa propre humidité? Vous savez que les arbres font tomber la pluie? Hein, qui c'est qui croit encore que les arbres, ça pompe l'eau des cultures? Il n'y a que moi qui crois en ça. En France, on a, vous le connaissez probablement, cette nouvelle de Jean Giono, de l'homme qui plantait des arbres, et qu'en fait, il plante des arbres, et au bout d'un moment, les sources se remettent à couler. Il commence à y avoir plus d'eau qu'avant, au point que ça déborde, que le sol se remplit complètement d'eau, que ça déborde, et que les sources se remettent à couler. Je pense que dans ces climats arides, si on croyait pour de bon qu'en plantant des arbres, ça fait recouler les sources, on le ferait. On va voir plein d'exemples de gens qui le font, d'exemples que j'ai tirés au travers des agronomes qui parlent hydrologie régénérative et qui ont poussé assez loin la réflexion sur la façon de générer de l'eau, que l'eau se cultive, qu'en fait on peut cultiver de l'eau par certains types d'arbres qui la font revenir là où elle manque. Donc, comment on passe d'une forêt qui génère sa propre eau à un désert, et inversement, comment est-ce qu'on passe d'un désert à quelque chose qui va régénérer? Alors, un désert, où si, on n'est pas loin du désert. Hein. Dès qu'on a en dessous de 0,87, 0,83 c'est un indice d'aridité. Mais pour le taux de matière organique, dès qu'on est en dessous de 0,87% de matière organique dans un sol, on est, au sens de la FAO, dans une zone désertique. Là, on a vu des parcelles qui en étaient pas loin, sur 4 mètres de l'os. Le vignoble français, l'essentiel du vignoble français, est en dessous de ça. Hein, plus de 50% de notre vignoble est dans un désert déjà. Et qu'est-ce qu'on voit dans ces parcelles-là? C'est que tout meurt. Pourquoi? Parce que dans le sol, il n'y a que des champignons et des pathogènes qui vont tuer les plantes. Tuer les plantes. Alors nous, quand on a des plantes qui meurent, chez vous, quand vous avez un arbre qui meurt, qu'est-ce que la plupart des gens font? Ils le coupent, ils le brûlent, pour pas que ça foute la pécole, on dit chez nous, donc la maladie, il ne faut pas que ça la propage dans ce que l'on fait. Si la nature s'ingénie à trouver des moyens pour tuer les plantes qui vivent quelque part, la vie appelle la vie. Est-ce que vous imaginez, c'est pour que ça brûle derrière et que ça devienne un désert? Ça devient un désert si on sort le bois mort du système, ou si on le brûle. Mais si on le laisse, qu'est-ce qui va se passer? Ce bois va se décomposer, va recréer un petit peu de matière organique dans laquelle un nouveau cycle de vie va pouvoir redémarrer. Que dans la vie, chaque fois qu'un être meurt, c'est pour qu'un autre être, et souvent encore plus d'êtres vivants, puisse vivre. Et dans notre relation à la mort, il y a un truc qu'on ne comprend pas là. On se dit que si ça meurt, c'est parce que le coup du diable, c'est qu'on a mal fait nos trucs et que c'est normal, que l'humanité disparaîtra, et bien, bon débarras. On peut penser ça, mais dans la nature, si des êtres meurent, c'est pour que d'autres puissent vivre. Et donc dans le bois mort, ça va être la matrice, la base d'un nouvel écosystème qui va se mettre en place et dans lequel on va commencer à avoir un petit peu d'azote qui apparaît. Pourquoi l'azote apparaît? C'est que dans les premières mauvaises herbes qui vont se mettre à pousser dans ces milieux-là,
ça va être des légumineuses. 40% des plantes qui émergent sont des légumineuses dans une extrême aridité. Pourquoi des légumineuses? Nous, on se dit, NPK, il faut nourrir nos plantes avec des engrais. S'il y a des légumineuses qui poussent, c'est pour mettre de l'azote dans le système. C'est la conséquence des légumineuses. Mais les légumineuses, ce n'est pas de l'azote. Ceux d'entre vous qui sont végétariens mangent des légumineuses pour avoir des protéines. Les légumineuses, avant d'être de l'azote, c'est des protéines. Et les protéines, ça fait quoi? Ça permet de construire des animaux. Et les animaux qui vont être construits avec ces légumineuses, eh bien, c'est des vers de terre, c'est des fourmis, c'est des termites, ça dépend des écosystèmes dans lesquels on se trouve. Mais ça fait des animaux. Et ces animaux, c'est eux qui construisent le sol. Pour passer de là à la phase suivante, il faudrait que l'on atteigne de l'ordre de 2,5 tonnes de vers de terre par hectare sur nos parcelles. On a vu des tas de parcelles ces derniers jours, quelques-unes chez de merveilleux producteurs qui les ont, voire même les dépassent. Et on a aussi vu des parcelles à moins de 500 kilos, une demi-tonne de vers de terre à l'hectare. Donc ça, c'est des parcelles qui sont en grande difficulté, qui n'arriveront pas par elles-mêmes à s'en sortir. Donc comme elles n'arrivent pas par elles-mêmes à s'en sortir, on apporte NPK, eau, éléments phytosanitaires et tout le bazar pour que les plantes vivent bien. 2,5 tonnes de vers de terre à l'hectare, qui mesure les vers de terre chez lui. Ouh, ça brûle. Ah non, c'est les rocket stove qui se sont allumés. 2,5 tonnes de vers de terre à l'hectare, c'est une vue de l'esprit. Hein. Au mètre carré, ça fait 250 grammes. 2 steaks hachés de vers de terre par mètre carré. À chaque coup de pelle, c'est 3 gros vers de terre qu'il faut ressortir. Et ces 3 gros vers de terre, eh bien, là, on était chez un mec là, qui est juste à côté d'ici, je ne sais pas où il est dans la salle, mais je sais qu'il est là. C'est pas 3 vers de terre qu'on a trouvé sur un coup de bêche, c'est 14. Là, juste en face. Là, il est déjà de l'autre côté. Dans le processus de régénération, c'est normal, il faut de l'agriculture régénérative. Ça régénère quoi, l'agriculture régénérative, hein? La vie du sol. Ensuite, deuxième élément, vous voyez qu'on passe à côté, il y a des pathogènes, mais on commence à voir d'autres types de champignons, dits mycorhiziens. Donc, dans notre sol, au début, donc rappelez-vous, il y a de l'azote, il y a du bois mort. Arrivent ensuite d'autres champignons qui vont se développer, et ça va se développer à partir du moment où le sol va capter un maximum de rayonnement solaire. Et donc, il faut que le sol soit toujours couvert, qu'il y ait au minimum une strate de verdure, 365 jours par an, qui capte le rayonnement solaire. Et quand on commence à étager ces strates, eh bien, en fait, on en capte de plus en plus, jusqu'à des systèmes plus sophistiqués d'agroforesterie, de forêt-jardin, de syntropie, dans lesquels on va avoir de plus en plus de strates végétales qui captent de plus en plus de rayonnement solaire, qui transforment ce soleil en sucre, qui vont nourrir la vie du sol. Et qui vont produire des champignons mycorhiziens. Et là, on va se retrouver avec des quantités de champignons de l'ordre de 3,5 tonnes à l'hectare. Vous voyez, donc déjà 2 steaks hachés de vers de terre, on rajoute 3,5 tonnes, presque 4 steaks hachés, c'est caché, une bonne poêlée de champignons, quoi, voilà, dans notre système. Et ça reconstitue complètement un sol. C'est pas encore ce truc-là qui va nous faire couler de l'eau, mais quand on arrive là, avec des champignons mycorhiziens, on commence à avoir un système qui fonctionne bien, bien vivant. Après, on peut aller plus loin, parce que plus il y a de photosynthèse, la photosynthèse, c'est un phénomène qui va créer du froid. Hein. Nous, on est des animaux, notre métabolisme, il brûle du sucre, ça nous fait transpirer, ça nous donne chaud. Hein. Donc, moi, jusqu'à récemment, j'imaginais que les plantes, dans leur métabolisme, elles dégageaient de la chaleur. Mais en fait, la plante, elle fait exactement le contraire de nous.
Elle prend des gaz, de l'eau, et elle en fait du sucre. C'est le contraire d'une combustion. Et ça fait du froid. Quand on plante des arbres, ça climatise l'atmosphère, ça rafraîchit les choses. Et donc, plus il y a d'arbres, mieux ça marche. Pour avoir un système qui se climatise bien, là, il faudrait avoir, ce que dit cette étude, de l'ordre d'une trentaine d'espèces végétales simultanément présentes dans le site. Alors quand je dis 30, c'est 30 types d'espèces herbacées, 30 types d'espèces arbustives, 30 types d'espèces arborées. Ça fait beaucoup de monde. Beaucoup de monde. Et quand il se passe ça, le système commence à fonctionner correctement jusqu'à arriver à un stade où la pluie, donc la pluie commence à arriver quand dans le sous-bois, il y a de plus de fraîcheur qui se met en place. Et la fraîcheur fait de la condensation, et cette condensation fait de l'eau, et cette eau qui se condense, donc qui n'est pas de l'eau de la pluviométrie, c'est cette eau-là qui est celle qui va s'accumuler dans les systèmes. Et après, les arbres ont des moyens aussi de faire tomber la pluie. Ils émettent dans l'atmosphère des composés organiques volatiles qui font tomber l'eau au-dessus d'eux. Pour ceux qui ont été en Afrique, ça fait partie des choses qu'on peut observer. Vous voyez une grande savane devant vous, il y a un petit bosquet quelque part, et juste sur le bosquet, il y a l'eau qui tombe, et nulle part ailleurs. Donc les arbres ont aussi des mécaniques en eux qui leur permettent de faire tomber la pluie. Et là, plein de choses interviennent, de moins en moins de pathogènes, de plus en plus de mycorhiziens, un équilibre azote-carbone dans le sol, c'est ce qu'ont évalué les scientifiques, donc il est de mieux en mieux. Et dans le feuillage, on commence à avoir un feuillage réellement nourricier, c'est-à-dire dans lesquels l'azote, mais également tous les nutriments vont être parfaitement équilibrés à l'écosystème, donc aux êtres qui vivent là-dedans. Donc dans les systèmes One Health, que la santé de l'écosystème c'est la même chose que la santé des humains, eh bien, c'est d'arriver jusqu'à ces phases-là. Mais oui, c'est des choses qui peuvent s'imaginer progressivement, pas à pas, et qui ne sont pas compliquées à mettre en œuvre, parce que ce sont des processus qui fonctionnent tout seuls dans la nature. Ces mécanismes-là ont été mis en place dans des zones particulièrement arides de la planète. Faire un tout petit focus sur le désert de Gobi. Vous avez une forêt qui a été plantée dans un truc qui ressemblait à ce qu'il y a derrière, une dune de sable, sans irrigation. Sans irrigation. Même au début, cette photo est tellement merveilleuse que quelqu'un m'a dit « Ouais, c'est du Photoshop ». J'ai cherché un petit peu, vous voyez, pour vous montrer que ce n'est pas du Photoshop, que côte à côte, on peut avoir le désert. Et là, avec un processus où ils plantent plein de choses, plein de plantes, qui correspondent à ce qu'on a vu dans l'étude tout avant. Ça, c'est un autre exemple, en Argentine, entre 2001 et 2019, dans une zone subdésertique, on a de nouveau une forêt avec un sol vivant. Que ce sol, en fait, quand on le regarde, on voit qu'il y a plein de choses dedans, et notamment, justement, tous ces fameux champignons, tac, 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 sous forme de filaments. C'est ça, les champignons mycorhiziens. Ou des champignons qui vont décomposer le bois. On va y voir plein de petites bestioles. Donc là, on a une petite bête que j'aime beaucoup, qui est ce truc un petit peu tordu, ça s'appelle un anchytréide. Ces anchytréides, c'est comme des microscopiques vers de terre qui font 1 mm à 2 mm, qui ont les mêmes fonctions que les vers de terre, qui sont capables de faire du complexe argilo-humique, c'est-à-dire de manger de la terre, et toutes les petites pelotes qui apparaissent dedans, c'est un mélange de terre et de matière organique qui s'excrète et qui stabilise le sol. Les champignons mycorhiziens, c'est une radicelle d'une céréale, autour duquel on voit ce très fin mycélium, qui n'est pas visible à l'œil nu. Et ça, c'est un des champignons qu'on appelle un glomus, qui fait des spores rondes. Quelquefois, ces spores, on les prend pour des pontes de limaces. Et on regarde, il y a plein de limaces, regardez, il y a des œufs partout. Et en fait, c'est les champignons mycorhiziens qui commencent à arriver. Il faut avoir l'œil un peu exercé pour bien les reconnaître. En fait, dès que la terre commence à sentir le champignon,
on est sur la bonne voie. Et d'autres types de champignons qui, eux, sont visibles à l'œil nu, dont le feutrage du mycélium est visible à l'œil nu, tout ça, c'est les fameux champignons saprophytes, ceux qui vont décomposer le bois. Alors ces champignons sont complètement sous-évalués aujourd'hui dans leur intérêt pour l'agriculture, parce que quand on cultive, on ne plante pas d'arbres. Mais dès qu'on va commencer à cultiver à côté d'arbres, le bois va commencer à exister dans l'écosystème, et la diversité des champignons qui décomposent du bois vont aussi se trouver là. Et ces champignons, bon, les bactéries, les vers de terre, alors je voulais vous montrer mes lunettes. Je voulais vous montrer un tout petit film sur ces fameux champignons saprophytes. Ça a été fait par l'université de Hambourg. Donc on va voir un champignon, ça s'appelle un Cunigamella, qui n'est pas celui qu'on a vu sur la photo d'avant, mais très proche, et avec un pseudomonas. Donc c'est une petite bactérie fixatrice d'azote qui est libre dans le sol. Hein. Et voilà, ça commence. Alors c'est en temps réel, c'est pas un time-lapse. On voit le mycélium du champignon, dans lequel la sève du champignon circule, et on voit qu'autour de ce mycélium, il y a une pellicule d'eau, dans laquelle circulent toutes ces bactéries à des vitesses vertigineuses. Donc quand on commence à voir des champignons qui décomposent du bois, ces champignons vont explorer le sol à la recherche de petits bouts de bois, et chaque fois qu'il va rencontrer un petit bout de bois, il va se mettre à le digérer, et de là il va faire d'autres prolongements pour chercher un autre petit bout de bois, et un autre petit bout de bois. Ils vont former des réseaux dans lesquels l'eau va être retenue à la surface. La réserve utile, donc la quantité d'eau qu'un sol peut retenir, va être proportionnelle à la quantité de champignons qui décomposent du bois. Mais encore plus intéressant, cette eau va être mise en circulation des endroits d'où elle est présente vers les endroits où il n'y en a pas. Parce que le champignon, pour digérer ces petits bouts de bois, il faut qu'il s'hydrate. Nous, si on devait digérer des grains d'orge comme ça, je suis sûr que si on fait un concours, il n'y en a pas beaucoup qui arriveront à les avaler tout secs. Que quand c'est humide, et sur forme de bière, c'est plus facile à ingurgiter. Et bien le bois, tout sec, c'est impossible à digérer. Pour les champignons, ça devient faisable grâce à cette eau. Donc ces champignons transportent activement l'eau, mais vous voyez, ce n'est pas à l'intérieur d'eux, c'est autour d'eux. Ils ont, on appelle ça d'hyperfluidité, donc ils ont la capacité de transporter l'eau à leur surface. Et donc 1% de matière organique de champignons vivants, c'est 200 mètres cubes d'eau qui peuvent se stocker en plus par hectare. Quand on passe avec nos 3,5 tonnes de champignons, donc on va monter de 3-4% le taux de matière organique, ça va nous faire 4%, 800 mètres cubes d'eau. Vous voyez, dans les scénarios du GIEC, il faudrait qu'on puisse stocker 500 mètres cubes d'eau dans nos sols pour avoir une réserve suffisante pour arroser nos plantes pendant tout l'été. 500 mètres cubes d'eau. 500 mètres cubes d'eau, vous voyez, pour un maraîcher, 500 mètres cubes d'eau, tu vois la réserve que ça te fait pour arroser ton hectare, c'est quand même un gros truc. Ces 500 mètres cubes d'eau, en fait, c'est sur 100 hectares, ça va faire 50 000 mètres cubes. Ça fait presque le volume d'une méga-bassine. En France, il y a eu un gros débat autour des méga-bassines. En fait, les champignons peuvent constituer des réserves d'eau supérieures aux méga-bassines uniquement par la présence de bois mort. Mais comment on fait pour avoir du bois mort dans le sol? C'est ce qu'on va voir. Et il faut que je repasse à ma... Voilà, donc pour avoir du bois mort, eh bien, on a besoin d'avoir plein d'éléments. Donc le coût des vers de terre, F5, je vous l'avais déjà expliqué, donc les vers de terre, ça mange des légumineuses, ça mange donc des fabacées, et toute la grande collection des fabacées, tout ce qu'on peut. Donc les légumineuses, fixatrices d'azote, tout ça sont des éléments qui sont très importants pour arriver à modifier notre milieu. Et donc cet élément
d'avoir suffisamment de vie microbiologique dans les sols, c'est le premier pas qu'il faut franchir. À la limite, si je voulais planter des arbres en plein désert, ça ne pousserait pas, si je n'ai pas de vie dans le sol. Il faut d'abord que j'ai plein de vie dans le sol pour pouvoir passer au stade de l'arbrement de nos territoires. Hein? Les légumineuses, je passe un petit peu vite avec les rhizobiums. Alors, les rhizobiums, ce sont ces petites bactéries qui sont dans les nodosités. Les nodosités, c'est les petites boules qu'on a sur les racines de légumineuses qui sont rouge sang à l'intérieur. Et ces petites boules donc, transforment l'azote de l'air en azote, alors on dit ammoniacal, nitrate et tout ça. En fait, c'est faux. Ça le transforme en azote protéique parce que les bactéries les mobilisent tout de suite pour en faire des protéines en fait, ou des acides aminés. Donc voilà, donc ça fait des amas comme ça dans les nodosités. Ça, c'est des bactéries, c'est les pseudomonas qu'on a vu sur le petit film, hein, Rhodoxobo, pseudomonas. C'est pour ça qu'ils bougent vite, c'est qu'ils ont, comme les spermatozoïdes, mais pas qu'un seul flagelle, ils en ont plein, et ça leur permet d'aller très vite dans l'eau. 2 mètres par heure autour des champignons. Quelques millimètres par heure quand ils sont dans un voile bactérien. Et le champignon leur donne la possibilité de se répartir dans une très grande vitesse dans tout l'écosystème. 2 mètres par heure, en 24 heures, ça fait 48 mètres, 50 mètres. Les 50 mètres, un cercle de 50 mètres, c'est presque un hectare. Que des champignons peuvent mobiliser des tas de nutriments, des tas de bactéries, des tas de ferments, des tas de choses, en fait, de l'eau, bien évidemment, et le faire circuler sur des hectares, quoi, en fait. Alors, au niveau planétaire, toutes ces bactéries libres ou rhizobiums fixatrices d'azote se répartissent de façon un peu étrange. Là, c'est pour les arbres fixateurs d'azote. On voit que dans le nord, c'est bleu, il n'y en a quasiment pas. Belgique, tout ça, c'est un peu vert, on est 4-5%. Dans les flores spontanées, on a de l'ordre de 4% à 8% d'arbres ou de plantes fixatrices d'azote. Et quand on regarde plus au sud, aux endroits où ça s'aridifie, alors bon, tout le Sahara, hein, s'il n'y a pas de mesure, c'est pour ça que c'est blanc, mais on voit une zone dans les parties sahéliennes où c'est rouge. Vous voyez, en Amérique, pareil, on voit une zone ici qui est toute rouge, dans laquelle donc 40% des plantes sont des fixatrices d'azote. Et après, une fois que les légumineuses et que toutes ces bactéries fixatrices d'azote sont passées sur un territoire, derrière, ça redescend aux alentours de 10-12%. Et ce phénomène-là, chez nous, la vague rouge, là, elle n'est pas encore arrivée, parce qu'elle est toujours bloquée dans la zone sahélienne. Alors qu'en Amérique, en une quarantaine d'années, elle est passée de là, de zone sahélienne, aux mêmes latitudes, hein, d'Amérique centrale, et elle est arrivée déjà donc, dans les USA, et puis même, vous voyez, sur les parties un peu jaunâtres, ça va même jusqu'au nord du Texas, enfin voilà. Pourquoi c'est en train d'arriver là-bas et que ce n'est pas arrivé chez nous? Alors déjà, le processus, hein, c'est que le réchauffement climatique nécessite qu'il y ait beaucoup plus de vie dans le sol, et à l'échelle de la planète, il y a un phénomène qui est à l'œuvre, qui permet d'avoir tout cet azote en bactéries fixatrices d'azote, hein, nodosités ou bactéries libres, qui se réalise sans même qu'on ait à faire quoi que ce soit. Pourquoi ça n'est pas arrivé chez nous? Probablement parce qu'il y a le désert et la Méditerranée à traverser, hein, mais peut-être aussi que toutes ces plantes qu'on appelle souvent invasives, qui nous viennent du sud, qui nous viennent d'ailleurs, on n'aime pas trop les voir. Je ne sais pas comment c'est en Belgique, mais nous, dès que la renouée du Japon, enfin, la balsamine de l'Himalaya, enfin, on en a une quarantaine comme ça, dès qu'on les voit arriver, tout de suite, on leur coupe la tête. On ne veut pas les voir. Que sur le paquet, il y en a peut-être quelques-unes qui pourraient être intéressantes. Mais comme ça modifie trop conséquemment nos écosystèmes, on ne veut pas les voir. On est tous un peu conservateurs, hein, on aime bien que ça reste à l'identique, ce qui est aussi une vérité et un truc important. Mais pour les balsamines de l'Himalaya, pour les renouées du Japon,
Quand en Corrèze, on a un endroit où il y a encore un refuge aux crapauds sonneurs à ventre jaune, des petits crapauds merveilleux qui ont un petit chant dans la nuit qui est juste somptueux, très très timide, hein, et qui, quand ils chantent, l'eau se met à vibrer d'une façon qui est très 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 poétique. L'endroit où j'habite, il y avait, avant 2003, avant la canicule, il y avait des crapauds sonneurs à ventre jaune, et ils ont disparu avec la sécheresse de 2003. Hein. L'an dernier, 2023, 20 ans après, ils sont revenus. Donc ça s'effondre, ça peut recommencer, mais quand il y a des crapauds sonneurs à ventre jaune, eh ben, clairement, tous les secteurs où ils vivaient, on a essayé de les entretenir sans toutes ces plantes invasives pour leur garder des petits sanctuaires d'endroits qui soient potentiellement bien pour qu'ils puissent vivre sexy pour eux. Hein. Donc il y a des cas où bien sûr il faut conserver nos écosystèmes anciens, quand il y a des petites bestioles. S'il n'y avait pas eu un sanctuaire pour mes campagnols, pour mes muscardins, vous savez, les petits rats de début, ben jamais ils auraient pu revenir. Donc il faut être vigilant à ça, mais il faut aussi être ouvert au changement, aux modifications de nos écosystèmes. Et l'azote, c'est un des éléments à prendre en compte. Un autre aspect, donc ça c'est un des anciens collègues de l'Association française d'études des sols, qui là nous montrait qu'en fait tous les sols de la planète, quand ils ne sont pas trop en altitude, ils vont tous évoluer vers le même type de sol que les pédologues appellent un sol brun. Il est de couleur brune. Hein. Il est profond, il est humique, il est noirâtre, il sent le champignon, il est moelleux sous les pieds. Noirâtre, sentir le champignon, moelleux sous les pieds. Vous voyez, c'est pour monitorer, pour savoir si nos sols évoluent bien, c'est juste ces 3 paramètres qu'il faut avoir en ligne de compte. Grâce aux champignons saprophytiques, donc là on les voit faire leur réseau, je vous ai montré donc, voilà, donc tout ce qui décompose du bois. Ah ouais, petit truc rigolo, pourquoi les champignons décomposent du bois? En fait, ils ont acquis cette capacité à la fin du Carbonifère. Le Carbonifère, c'est le moment où tous les gisements de charbon se sont formés sur Terre. Ce qui marque la fin du Carbonifère, c'est que des champignons inventent ça. Ça, c'est un canon à protons. Ce n'est pas un truc qui sort de l'acide H3O+, comme tous les êtres vivants qui vivent. C'est un truc qui sort du H+, du proton, directement. Et que ce proton, il peut faire un saut de 4 microns, à condition qu'il soit dans l'eau. Donc les champignons qui s'hydratent d'une pellicule d'eau, ils envoient des protons, et ce sont ces protons qui sont capables de détruire la lignine qu'il y a dans le bois. Et ensuite, des bactéries, avec leurs enzymes, sont capables de découper les petits bouts de lignine avec leurs enzymes. Et donc, depuis que les champignons ont inventé ça, eh bien, on ne peut plus avoir de gisement de charbon, hein, puisque le bois se décompose. Ça paraît... Alors, j'ai mis les Avengers à côté parce que le créateur des Avengers a pris le canon à protons des champignons comme modèle de son propre canon à protons. Hein. Donc au Moyen-Âge, on était sur d'autres types de projectiles, mais cette invention de la nature, cette émergence d'une propriété nouvelle de la nature est devenue aujourd'hui incontournable du fonctionnement des écosystèmes. Car à partir du moment où cette invention, cette évolution du système de fonctionnement de la dégradation de la matière organique dans les sols est arrivée, et bien, tout le reste des écosystèmes s'est construit à partir de la dégradation du bois. Et que ce bois, donc en fait, à un moment ou à un autre, il va falloir commencer, quand la vie du sol aura bien progressé, il faudra commencer à en remettre. On a vu qu'il n'y avait pas de grande urgence dans ce secteur-là de la Belgique. À Valenciennes, où j'étais la semaine dernière, Valenciennes, donc c'est un vol d'oiseau pas très loin d'ici, là il y a plein de secteurs où ça devient une urgence de remettre du bois dans la terre pour la réserve utile, pour un bon fonctionnement des sols, tout simplement, quoi. Voilà. Donc je vous ai montré le petit film avec l'eau qui circule et ainsi de suite. Comment faire pour avoir du bois mort dans nos écosystèmes? Et là aussi, il y a un truc que je n'avais pas compris, c'est l'effet castor.
Je crois qu'ici, même tout près d'ici, pour ceux qui sont curieux, il paraît qu'il y a un petit cours d'eau, je ne sais pas comment il s'appelle, dans lequel il y a des castors qui sont arrivés. Et on commence à voir des troncs d'arbres taillés en taille-crayon. Les castors en Belgique, c'est une bénédiction. Dans le bassin versant de la Vézère et de la Dordogne où j'habite, pour moi, ça pourrait être un motif de déménagement ici, pour vivre à côté des castors. Parce que les castors, ils ont tout compris. Ils coupent du bois. Alors vous voyez, ça fait des paysages qui sont pas forcément très beaux. Une étendue humide, plein de bois morts partout autour. Mais qu'est-ce qui se passe quand un castor coupe du bois? Eh bien, l'arbre, il meurt. Et son système racinaire meurt également. Et donc, comme il y a toujours une partie du bois qui est émergée, il y a des champignons qui vont commencer à le décomposer. Ou sur la berge, c'est plus facile à comprendre. Le champignon, a priori, il ne peut pas pousser dans l'eau, sauf que vous avez vu que l'eau se met à circuler autour du champignon. Et donc, dans le bois qui se décompose dans l'eau, les champignons vont quand même réussir à pousser parce qu'ils ramènent de l'eau chargée d'oxygène de la surface vers les profondeurs. Et donc, dans la forêt qui est à côté, il y a plein de bois morts dans le sol. Des racines, des vieux arbres qui sont morts, des choses comme ça. Et ça va faire des petits canaux de champignons dans lesquels l'eau va commencer à circuler. Que si je n'ai pas des forêts autour et un agriculteur qui a des haies, et que ces haies, il les coupe régulièrement, pour faire du bois énergie, pour les trogner, il y a plein de raisons qui font qu'on coupe les arbres, et bien ces arbres vont avoir une partie de leur système racinaire qui va mourir, et sous les haies, ça va faire des corridors de champignons, décomposeurs du bois, qui vont faire circuler l'eau. Dans la Drôme, on a pu mesurer que ça pouvait aller jusqu'à 150 mètres du cours d'eau, ou d'un petit point d'eau, et remonter à 50 mètres de dénivelé. Vous voyez la force des champignons, de transporter l'eau d'un point d'eau, en fait, sur 150 mètres, ça fait presque un cercle de presque 10 hectares. Dans nos paysages, une petite mare, un petit point d'eau tous les 10 hectares, des haies, des corridors dans lesquels il y a du bois qui se décompose, et là, vous mettez en place une trame, un système qui vous met de l'eau dans tout le paysage. L'effet castor. Et ici, on peut les voir à l'œuvre et on peut aller voir tous les miracles qu'ils veulent faire. Dans la Drôme, je me rappelle, c'était en 2022, je crois qu'il y a des personnes qui étaient à la session aux Alvéoles en 2022, où on avait suivi justement les castors dans une vallée sèche, la vallée de la Scie, dans laquelle il n'y avait pas de castors. En 2022, au mois de juillet, les maïs, ils faisaient 30 cm de haut, leurs feuilles étaient toutes serrées, et puis il y avait bien sûr, comme il y avait des manques d'eau sévères, il y avait des interdictions d'arroser, mais dans la Scie, même si on avait voulu frauder et arroser, on n'aurait pas pu parce qu'il n'y avait plus d'eau, juste plus d'eau. À vol d'oiseau, 3 km plus loin, dans la vallée de la Gervanne, là, depuis 15 ans, des castors sont arrivés, on crée des paysages comme ça. L'eau, en remontant, bien sûr, ça inonde en moyenne 3 hectares par kilomètre de cours d'eau. 3 hectares par kilomètre de cours d'eau, sur un kilomètre, sur un secteur, on va dire, de 100 hectares, ça fait que 3% du territoire qui va être inondé. Mais comme c'est inondé, la nappe d'eau, le cours d'eau qui était un peu encaissé, la nappe d'eau remonte, et donc il y a plein d'eau qui se stocke en plus dans cette nappe phréatique, cette nappe qui accompagne le cours d'eau. Comme il y a plein de bois morts, l'eau va se diffuser à 150 mètres de part et d'autre et même remonter sur les flancs des vallées. Et donc, en 15 ans, les castors ont fait plus de boulot qu'un Hervé Covès en 15 ans d'enseignement, de pratique, d'aller en pèlerin, de ferme en ferme pour expliquer « Ouais, on va faire de l'agriculture régénérative, on va faire des forêts-jardins, on va faire de la permaculture et tout ça ». Les castors, ils m'ont redonné un coup de boost. Ils disent « Ah, mais même si nous, on ne fait rien, eux, ils sont capables de corriger et d'amplifier de façon extraordinaire des écosystèmes. » Et donc, gérer les arbres comme un castor, l'arbre paysan, par excellence, la trogne, je ne sais pas comment vous les appelez ici, les têtards, il y a plein de noms qu'on peut leur donner. Chez nous, on appelle ça des trognes.
chaque fois que je coupe la partie aérienne, au-dessus de la trogne, je ne donne pas toute l'énergie de l'arbre. Pour repousser, il va avoir encore toutes les réserves qu'il a dans sa tête, dans son tronc et dans ses racines. Par contre, toutes les petites racines, toutes les petites radicelles, et notamment toutes celles qui sont les plus superficielles, il ne va plus pouvoir les entretenir. Parce qu'il y avait un système racinaire qui était alimenté par une quantité invraisemblable de verdure, de feuilles. Donc tout le système racinaire superficiel va mourir. Il va laisser juste quelques antennes de ci, de là. Et donc dans cette matière organique de bois, à l'intérieur du sol qui se décompose, juste en dessous de mes cultures, et bien là je vais avoir un faisceau, une nappe de champignons qui va transporter l'eau. L'avenir de nos campagnes, c'est la trogne. Alors bien sûr, ici, avec 4 mètres de profondeur de l'os, les gens ne vont pas être pressés de planter des arbres. Pourtant, il y a un autre aspect dans lequel il faut faire attention. Je ne sais plus où j'en suis au niveau temps, hein, tu me surveilles. Donc, c'est les fameux champignons mycorhiziens. Alors là, j'ai mis un exemple de ce qu'est un champignon mycorhizien. Ces fameux champignons qui mettent en lien toutes les plantes entre elles, qui fait que les plantes ne fonctionnent pas de façon isolée les unes des autres, mais tout ensemble. Et ça, c'est mon chouchou, c'est Rhizophagus. Rhizophagus, ouais, le nom rhizo, racine, phagus, mangeur, mangeur de racines. Pendant des décennies, on pensait que ce champignon était capable, enfin, il bouffait les racines, mangeur de racines. Parce qu'en fait, chaque fois qu'une racine d'un arbre fruitier mourait, eh bien, on voyait les petites fructifications qu'il fait pour faire des spores et se diffuser. Et donc, on pensait que c'était l'assassin, vu qu'on le voyait sur tous les cadavres. Sauf qu'un beau jour, une équipe de chercheurs, et même plusieurs équipes de chercheurs à travers le monde, en étudiant, se sont rendus compte que c'était le champion toute catégorie du transport du phosphore dans le sol. Phosphore, c'est important parce que aujourd'hui, beaucoup de modèles agricoles préconisent l'utilisation d'engrais phosphatés, sauf qu'en 2040, on va arriver au pic dans lequel on aura consommé quasiment tout le phosphore de la planète, et derrière, donc, le phosphore ne sera plus disponible. Ensuite, il y a une réunion à l'Organisation mondiale du commerce dans les années 2010 où vous avez déjà décidé que le phosphore qui reste sera plutôt utilisé par l'industrie qui le valorise économiquement beaucoup mieux que par l'agriculture. Hein, donc, d'ici 2040, il va nous falloir apprendre à vivre sans phosphore. Si la profession agricole l'a accepté, c'est grâce à Rhizophagus. Que lui, il est capable de sortir le phosphore fossilisé, inassimilable du sol, et de le remettre dans le circuit. Et c'est comme ça qu'a été découvert que la symbiose, qu'il s'agissait bien d'une symbiose entre les champignons et les plantes, et que ce Rhizophagus n'était pas un mangeur de racines, mais un pourvoyeur de phosphore. Et ensuite, pourvoyeur d'eau, pourvoyeur de tas d'éléments minéraux, de tas de choses. Hein, et donc, le Rhizophagus, c'est quoi? Donc, oui, la racine, c'est toute la partie qui est là, et le milieu, la partie qui est colorée, un peu lumineuse, là, c'est lui, le champignon. Il se trouve au milieu de la racine, directement connecté sur le cylindre central, donc c'est la petite partie qui est là, hein, toute fine, qui sont les vaisseaux de la sève de l'arbre, et notamment de la sève élaborée, qui descend des feuilles et qui vient jusqu'aux racines. La partie où il est très présent, c'est la sève brute, hein, donc c'est l'endroit où il va faire pénétrer l'eau, les nutriments, dans le réseau de sève brute. Mais vous voyez qu'il est à l'interface des deux, et donc il est capable de faire entrer de l'eau, mais si par une raison ou une autre, il devait y avoir trop d'eau dans la plante, trop d'eau, vous savez, c'est une petite pluie qui tombe. Les plantes, elles captent l'eau par leurs feuilles. Et ça va dans le réseau de sève élaborée. Et ça va diluer la grenadine, hein, ça va diluer la sève. Et les plantes vont être un peu mal à l'aise, et c'est là qu'on voit que les oïdiums, toutes les maladies fongiques se mettent à arriver.
Quand la plante est associée à Rhizophagus, qui est connecté sur le réseau de sève élaborée, ben quand il y a trop d'eau là-dedans, cette eau va ressortir de la plante et aller dans le sol. Vous voyez, ça fonctionne dans les deux sens. Ça apporte de l'eau de l'extérieur dans les faisceaux du bois, de la sève brute, et ça sort l'excès d'eau de l'intérieur vers l'extérieur. Et ça, ce truc-là, rien que ce mécanisme un peu physique, va expliquer que les champignons mycorhiziens permettent de favoriser la prévention d'un grand nombre de maladies fongiques qu'on a sur nos plantes. J'ai cru comprendre que dans vos patates, ici, il y avait de gros soucis. Là, il y a une voie à explorer. Je ne veux pas me faire donneur de leçons, hein, mais voilà, si on réfléchissait mieux l'optimisation de la mycorhisation de nos plantes, on l'a eu fait sur la vigne avec des résultats tout à fait intéressants, hein, les indices de traitement des cultures. Chez certains de nos producteurs sont passés des mauvaises années au mildiou, 15, 20 traitements par an, hein, ce qui est énorme, un traitement 2 fois par semaine contre le mildiou. On a certains de nos producteurs qui sont descendus à 2, 3 traitements dans l'année, hein, pour dire l'intérêt de la mycorhisation, même dans les gestions de pathologie. Et bon, je passe rapidement là-dessus, ils se rentrent à l'intérieur des cellules, ils font des spores, et l'autre fait intéressant, c'est que tout est lié. Là, on voit 2 champignons, donc ce n'est pas le Rhizophagus qu'on a vu avant, mais peu importe. Et vous voyez, il y en a un dont on a coloré l'intérieur avec des trucs rouges, un autre avec des trucs verts. Et à un moment donné, les 2 champignons se connectent, il faut une petite capsule comme ça, et ce qui était dans le vert va dans le rouge, ce qui était dans le rouge va dans le vert. Et ça se mélange. Donc, à un moment, on peut avoir plein de plantes différentes connectées avec des champignons de la même famille, et quand ils sont côte à côte, ils vont se connecter. La connexion est très largement optimisée quand elle se fait dans un endroit où il y a beaucoup à manger. Les nodosités des légumineuses font partie de ces endroits qu'affectionnent particulièrement les champignons mycorhiziens. Premier volet de ce qu'on a vu. Les endroits où le bois se décompose sont des lieux, comme le bois se décompose, il y a beaucoup de nutriments. Les bois se décomposent avec des champignons saprophytiques, mais si jamais à cet endroit-là, il y a aussi des champignons mycorhiziens qui arrivent, et bien à ces endroits-là, ils vont aussi beaucoup plus se connecter les uns aux autres et mettre en relation, et c'est une source de nourriture à chaque fois qui favorise la mise en relation. Il y a plein d'autres phénomènes qui vont le favoriser, on ne va pas faire l'inventaire de tout ce qui existe, mais c'est là qu'intervient cette histoire de... Plus il y a de végétaux présents, plus il va y avoir de diversité de champignons possibles dans le sol. Plus il y a de diversité de champignons possibles, plus il y a de possibilités de connexion intéressantes. Les champignons savent bien se connecter, beaucoup mieux que nos engins informatiques, où quelquefois on n'a pas la mauvaise prise, il faut les adaptateurs et tout ça. Et bien en fait, la légumineuse, dans sa nodosité, c'est un peu l'adaptateur universel. Ils se retrouvent tous dedans, ils peuvent se connecter. Le bois mort, c'est pareil, un autre adaptateur, un hub, où tous les champignons peuvent se retrouver et se connecter. Des endroits de rencontre, comme pour nous, hein, un endroit où il y a plein de bières, un truc sympa à boire, on s'y retrouve, on s'y connecte. Ouais. C'est une propension, je pense, assez naturelle et assez fréquente dans la nature, que là où il y a quelque chose à manger, un truc à festoyer, on s'y retrouve. Et quand on regarde, comme pour nos bactéries fixatrices d'azote, comment ces fameux champignons endomycorhiziens se répartissent sur Terre, eh bien, on a à peu près la même carte que pour l'azote, mais avec plus de différentiel encore, que dans la partie équatoriale, il n'y a que ces fameux champignons qui relient les plantes, et que quand on va dans les zones boréales, c'est tout bleu, et donc là c'est 0. Et chez nous, vous voyez, c'est vert, on est quelque part par là. 20% des champignons de nos sols sont ceux qui sont adaptés au réchauffement climatique, à la connexion, en fait de savoir bien vivre ensemble. Et dans l'expérience qu'on a qu'à côté d'un arbre, ça ne pousse pas chez nous, c'est justement parce que 80% de nos arbres sont sur une autre trame, qui n'est pas la trame de ce que l'on cultive,
Et quand on voit un grand chêne, quand on voit quelquefois un frêne, quand on voit plein de plantes comme ça, à côté, les cultures ne poussent pas. Ce n'est pas la bonne connexion. Windows et Mac, hein, c'est pareil, ça ne va pas ensemble. Et pourtant, quand on regarde en Mandchourie, en Asie, au Japon ou en Amérique du Nord, aux mêmes latitudes qu'en Europe, et bien là, c'est déjà tout jeune, vous voyez, 50-50. Là aussi, il y a une espèce de truc qui fait que les écosystèmes de cellules-là sont déjà mieux préparés à ce changement. Alors, qu'est-ce qu'on a raté, nous, dans le système? C'est peut-être que dans nos forêts, en moyenne, en Europe, on connaît 135 essences d'arbres différentes. Que dans une forêt, je ne parle pas de la sylviculture, monoculture intensive de bois, quoi, je parle de forêt un peu naturelle, un peu spontanée. En fait, en Europe, on a souvent entre 12 et 15 espèces d'arbres. On en a 135 en Europe. Aux mêmes latitudes que nous, en Amérique, ils sont à 580 espèces d'arbres. Presque tous endomycorhiziens. En Chine, 1200, en Mandchourie, là. Et au Japon, 1800. Vous voyez, dans nos tableaux, là, 30 plantes différentes, mais en fait, le choix des plantes qui seraient possibles sous nos latitudes, des arbres qui seraient possibles, est juste prodigieux. Il suffit d'aller voir en Chine, au Japon ou en Amérique ce qui pousse. Il suffit aussi de voir dans des secteurs ici, le Caucase, quelques secteurs aussi dans la... comment ça s'appelle, en Turquie, hein, pour trouver en fait des choses qui pourraient venir nous rejoindre. Les possibilités botaniques d'adapter nos écosystèmes sont juste énormes. Et chez nous, donc, on rencontre d'autres types de champignons qu'on appelle ectomycorhiziens, qui, contrairement à l'endo, sont ecto, donc à l'extérieur, autour. Ça, c'est une radicelle de chêne. Et à l'extrémité, le mycélium fait comme une petite pelote, avec des prolongements donc, de ce mycélium, qui va explorer le sol à la place des poils absorbants. Un chêne fonctionne avec des ectomycorhizes. En coupe, on voit que le champignon qui est en vert ici et la racine qui est en rouge reste concentré à la périphérie, assez proche de la partie des vaisseaux de la sève brute, qui monte l'eau dans la plante, mais jamais dans le cylindre central où il y a la sève élaborée qui arrive. Donc en fait, ces champignons-là ne sont pas capables de sortir l'excès d'eau des plantes. Et ce qui fait que toutes ces plantes de cette nature-là, dès qu'il y a de l'eau qui leur tombe sur le feuillage, eh bien, elles se chopent de l'oïdium, elles se chopent des maladies, elles ne sont pas capables de gérer ces trucs-là. Ce qui leur a permis à ces champignons-là de se développer, c'est qu'ils ont par contre une très grande aptitude à vivre dans les hivers très rudes, très froids. Et quand on voit comment ils se répartissent sur la planète, eh bien, on voit qu'ils sont très présents dans les zones boréales et quasiment absents dans les zones tropicales. C'est une adaptation au froid qui a fait ça. Et chez nous, en fait, on est resté dans toute l'Europe sur des trames qui fonctionnent principalement avec ces champignons, alors qu'ailleurs, vous voyez, partout où c'est jaune, ces trames sont en train d'évoluer par la diversité des plantes, des arbres qui arrivent à pousser dans ces endroits-là. Et que ce mécanisme, il est à l'œuvre partout sur Terre. Vous voyez, ce qui fait que nos Chinois, dans le désert de Gobi, là, il n'y a pas de mesure parce que c'est un désert, c'est resté en blanc, mais en Mandchourie, ils ont fait la même chose. Ça a pu se mettre en place parce que là-bas, les trames de champignons sont déjà adaptées au réchauffement climatique. Qu'est-ce qui fait que ça peut marcher? Comment est-ce que nous, on peut aujourd'hui, de là où on est, essayer d'imaginer des processus qui nous permettent de faire avec la nature? Eh bien, en fait, c'est d'écouter les abeilles. Toutes ces plantes à fleurs, toutes ces rosacées, alors il y a quand même une intruse dedans, mais bon, peu importe, elles sont toutes capables de vivre avec ces trames de champignons endomycorhiziens. Elles ont toutes comme base une matrice de microbiote, donc des micro-organismes tropicales. C'est curieux que notre ronce
que nos églantines, que nos coings, que nos cerisiers, que tout ça, ce soit sur une trame tropicale. Tout ça, un des points communs de tout ça, c'est que c'est très proche de notre alimentation à nous, que c'est aussi pollinisé par les abeilles. C'est comme s'il y avait une espèce de coévolution entre le monde des abeilles et le monde des humains, où les abeilles non seulement favorisent, pollinisent les plantes que l'on consomme, mais qu'en plus, elles favorisent l'émergence d'une trame de champignons qui est tropicale. Homo sapiens serait né sous les tropiques en Éthiopie. Peut-être que si on a une alimentation qui mange que des trucs endomycorhiziennes, c'est peut-être parce que juste on est des êtres tropicaux, même si on en a perdu la couleur. Ça, c'est très troublant. Donc, chaque fois qu'on me demande qu'est-ce qu'il faut planter comme arbre, la réponse, elle est facile, demande aux abeilles. Et comme on ne connaît pas bien le langage des abeilles, il paraît qu'elles dansent. Il suffit d'aller voir les apiculteurs du coin, et eux, ils savent exactement ce qu'il faut mettre. Vous voyez, faire du lien aussi entre nous. Et puis ensuite, comment est-ce que ces mycorhizes, comment ces champignons, comment ces rhizobiums font pour venir jusqu'à nous? Eh bien, en fait, ça arrive par le ciel. Et les cigognes, dans nos mythologies, nos contes, les cigognes, ouais, c'est des oiseaux qui amènent les bébés. C'est des symboles de fécondité, comme la licorne, de la dame à la licorne. Si les cigognes étaient réellement les messagères de cette fécondité. Et bien ça, c'est un élément que nous avons étudié à partir des vieux arbres. Et quand il y a un vieil arbre quelque part, un vieux chêne comme ici, ectomycorhizien, un pas bon pour nos écosystèmes, ce vieil arbre, il va donner une partie de sa sève, de l'ordre de 20%, pour nourrir la vie du sol, indistinctement, indifféremment. Toute la vie du sol. Et nous, on a tendance à payer que les gens qui nous aident. Un vieil arbre, il donne à tout le monde. Là, il y a un truc là, à méditer. Et ensuite, ce vieil arbre, comme il est grand, comme il est haut, comme il est là depuis très longtemps, eh bien en fait, il y a des milliers et des milliers et des milliers d'oiseaux qui se sont posés dessus. Et chaque fois qu'un petit oiseau, un merle, et un petit merle, qui au printemps va manger plein de vers de terre un petit peu partout, il mange du ver de terre, il mange la terre du ver de terre en même temps. Et chaque fois qu'il va faire une petite crotte, un petit guano, du haut de l'arbre où il est perché, eh bien, en dessous, on va avoir un échantillonnage de tout l'écosystème, de toute la microbiologie des sols, de tous nos écosystèmes. Et on trouve, alors ça c'est des mesures qu'on a réalisées chez nous en Corrèze, de l'ordre de 100 fois plus de champignons mycorhiziens sur les vieux arbres que sur les jeunes. 100 fois plus. C'est important. D'autres études nous disent que tous les siècles, la quantité de biodiversité, alors pas que les champignons, les insectes, les bactéries, tout ça, va augmenter entre 30 et 60%. Plus un arbre est vieux, plus il y a de biodiversité dedans, autour de bestioles qu'il mange, mais également de tous les auxiliaires qui mangent les bestioles qu'il mange. Ça s'enrichit. Ce sont des hotspots, des points chauds de biodiversité, des endroits où il y a beaucoup de vie. Alors, on va revoir un petit film que j'aime énormément. Je te vois arriver, je me dis qu'il va falloir... Oui. Il est quelle heure? Attends, je conclue bientôt. Je ne sais pas. Voilà, ce petit film qui a été fait par une boîte de Toulouse, dans le sud-ouest de la France, qui vend des petites balises qui servent à tracer les animaux qui font des migrations pour voir où ils passent. Et donc, quand ils ont fêté leurs 10 ans de vie, ils ont fait cette animation sur laquelle ils ont mis toutes les véritables traces d'animaux qu'ils ont collectées pendant 10 ans. Ils ont tout mis dans la même année. Donc là, on est le 7, 8, 10 avril, et on voit que les oiseaux suivent des chemins. On l'a vu un peu entre l'Afrique et l'Europe. Là, maintenant, on voit qu'en Asie,
aussi entre l'Asie et donc l'Océanie, l'Indonésie et l'Asie. Il y a aussi des grands flux qui circulent, nord-sud, sud-nord. Ouais, alors il n'y a pas que des oiseaux, là ce qu'on voit dans l'océan c'est des baleines, des tortues marines, hein, ils mettaient aussi leurs trucs sur des bestioles qui vont dans l'eau. Là on est en été, donc quand c'est bleu c'est que ça ne bouge pas, en Amérique c'est pareil, mais pareil, ça oscille entre Amérique du Nord et Amérique du Sud. Et dès le mois d'août, eh ben, il y a plein d'oiseaux qui partent du nord, près de Hambourg, et en fait qui prennent des chemins qui les amènent en Éthiopie, c'est là qu'on est né, qui les amènent dans les zones sahéliennes. Et ensuite, quand arrive l'hiver chez nous et l'été dans le sud, on voit que plein de ces oiseaux repartent de ces zones-là, vont le long du grand rift africain et redescendent jusqu'en Afrique du Sud ou en Namibie, dans cet endroit où il y a le Kavango, le delta du Kavango, un des autres grands lieux de nidification des oiseaux migrateurs, qui oscillent comme ça entre le nord et le sud. Certains font tout le trajet, d'autres font que des petits bouts du trajet. Hein, et vous voyez, si on s'arrête juste un tout petit peu sur, par là, j'aime bien la date de mon anniversaire. Ah, à 9 jours près, j'étais bon. On voit bien le chemin, vous voyez, donc les oiseaux, dans un sens comme dans l'autre, ils partent d'Éthiopie. En Éthiopie, il y a des grandes montagnes. Ces montagnes, 5000 mètres d'altitude. Il y a encore 10 ans, il y avait des neiges éternelles en Éthiopie. Aujourd'hui, elles ont disparu, mais neige éternelle en bas, tropicale humide, tropicale sec, savane africaine, désert. On a tout ce qu'il y a autour. Et en fait, tous les écosystèmes de la planète se retrouvent à des altitudes différentes en Éthiopie. Enfin, pas de la planète, Europe, Afrique. La biodiversité des plantes, on trouve entre 1700 et 2300 mètres d'altitude quasiment toutes les plantes qui poussent spontanément en Corrèze. Peut-être qu'il y en a un petit peu plus haut en altitude, les mêmes choses qu'en Belgique. Hein. Et puis par contre, au niveau de la microbiologie des sols, là, c'est pas 15, 20, 800 champignons mycorhiziens dans nos bonnes situations, c'est plusieurs 30-35 000 types de champignons mycorhiziens qui existent dans les altitudes qui correspondent à nos bioclimats en Europe. Et de là, les oiseaux, ils partent de là. Donc, de ces montagnes, il y a des rivières qui arrivent dans des lagunes. Le lac Tana, pour ceux qui sont allés en Éthiopie, un grand reposoir pour les oiseaux. Dans le lac Tana, il y a plein de bestioles, plein de grenouilles, plein de poissons. Et dans l'eau, tous les inoculums, une espèce de tisane, de tout ce que la planète contient et qui se lessive par les cours d'eau qui arrivent là-dedans. Et lorsque une cigogne, lorsqu'un oiseau migrateur va manger une grenouille dans le lac Tana, elle transporte dans son appareil digestif un petit peu de tout ce qui permet de construire la planète, de construire la vie des sols. Et quand nos sols évoluent, eh ben en fait, il y a une population microbienne qui se stabilise. Quand nos sols vont mal, eh ben les populations microbiennes s'affaissent. Elles s'affaissent ou elles se développent si elles sont remplacées par des micro-organismes, et notamment des champignons mycorhiziens, qui sont mieux adaptés. Vous voyez, entre nos ectos et nos endos. Ben, ça se joue là. Ça se joue avec ce que les oiseaux migrateurs peuvent ramener jusque chez nous. Je voulais vous montrer rapidos quelques petits oiseaux que j'aime beaucoup. Hein. F5. Ouais, on a la diapo 51, on est presque au bout. Bon, les grues, il y en a qui passent un petit peu, mais ce n'est pas eux que je voulais vous montrer, c'est un que vous n'aimez pas. C'est une religion, ça, dans le sud-ouest. Hein, nous, on appelle ça des palombes. J'ai encore oublié le nom que vous donnez ici. Des ramiers. Voilà, des ramiers. Hein. Les ramiers, ça bouffe les grains de maïs, les grains de petits pois, tout ça. On n'aime pas qu'il y en ait. Et bien, chaque fois qu'un pigeon ramier fait le trajet entre... Alors, on ne va pas le faire aller jusqu'en Belgique, parce que vous ne les aimez pas. On va les faire aller... en Allemagne, on va les faire aller en Pologne, qui passent par le Pays Basque, qui viennent de là et qui remontent jusque-là, et bien un petit peu de l'aridité et des micro-organismes de l'Espagne et du Portugal se retrouvent ici. Et si là, il y a un écosystème qui fonctionne bien, et notamment un écosystème que connaît bien le pigeon ramier, hein, qui correspond aux endroits qu'ils aiment vivre, ils aiment vivre partout dans les mêmes lieux. Donc s'ils sont dans les cultures de Belgique,
ou de Pologne, ils sont aussi dans les mêmes cultures ici. Et donc, ils vont transporter spécifiquement les micro-organismes qui sont bons pour les cultures qu'ils viennent voir, qui viennent prédater, qui viennent manger, qui viennent ravager. Hein. Alors, c'est dur de dire qu'il faut avoir des lieux encore plus sexy pour les pigeons ramiers. Mais pensez à mon muscardin de ce matin. De ce matin. C'était presque ce matin, depuis le temps que j'ai commencé. Alors, un autre qui est plus sympa pour tout le monde, c'est le rossignol. Le rossignol, 27 grammes, 7000 bornes. Vous voyez, là, quand on parle d'efficacité, d'efficience, de performance, rossignol. Le rossignol, donc, où est-ce qu'il vit en hiver? Pour ceux qui viennent dans notre partie européenne, eh bien là, toute la zone sahélienne, tout l'endroit où on a les rhizobiums qui nous manquent, tous les endroits où on a les endomycorhizes qui nous manquent, ils viennent de là. Et quand ils arrivent chez nous, eh bien, ils transportent un petit peu de là dans leur appareil digestif, sur leurs pattes, dans leurs plumes. Le rossignol, on ne va pas le voir dans nos grands champs de blé. On va le voir. Le rossignol, en fait, c'est un courtisan. Il chante la nuit, quelquefois des nuits entières, sans s'arrêter. Au début, waouh, c'est beau, un chant du rossignol. Et au bout d'un moment, on se met des boules caisses parce qu'on n'en peut plus. Hein. Mais le rossignol, il aime les jardins, fleuris, pleins de fruits. Pourtant, il mange ni fleurs ni fruits. Mais pour lui, pour faire la cour, c'est important d'être dans un endroit qui exprime cette générosité-là. Parce que le rossignol est amoureux et qu'il a envie de conclure pour la nuit, il va chercher des endroits qui ressemblent à des vergers, en fait, qui au début ressemblent à des oasis. Et on pense même que si les rossignols ont progressé jusque-là, c'est parce qu'au Moyen-Âge, il y a des gens de culture arabe qui avaient cette culture des oasis, de jardins luxuriants, multi-étagés, avec plein d'essences végétales, plein de fleurs, plein de parfums. Cette beauté-là, hein, il suffit d'aller voir les jardins d'Alhambra. Il paraît qu'ils sont arrivés jusqu'à Poitiers, hein, jusqu'ici, mais la culture arabo-andalouse au Moyen-Âge s'est très largement répandue sous une forme d'esthétisme qui correspond à ce qu'on appelle des forêts, des jardins, des forêts-jardins, des forêts-vergers, de la permaculture, de la syntropie. C'est pas comme ça qu'ils disaient. C'est juste des endroits pleins de vie, pleins de beauté. Et donc, les rossignols cherchent des lieux comme ça. Là où j'habite en Corrèze, on parle à tous les chasseurs, à tous les gens du coin qui connaissent bien la nature. Oh, le rossignol, il n'y en a pas sur le causse de Brive. Sauf qu'en 2017, il est arrivé à la maison. Depuis, chaque année, j'ai un, voire deux rossignols qui arrivent. Ce rossignol, il a été de là, d'oasis en oasis, et il est en train de faire évoluer notre milieu. 2 rossignols par an. On a mesuré sur le site expérimental qui est juste à côté de chez moi, qui étudie l'aridité, l'aridification et comment les écosystèmes réagissent à l'aridité. On étudie par des analyses on va dire génétiques, hein, avec les ADN. On met ça dans un séquenceur et on sait quelle est la liste de tous les champignons qu'on peut avoir. En 2017, quand on a fait la dernière analyse, l'analyse complète du moins du site, on était à 960 champignons différents sur notre site. Ce qui est déjà très bon, hein, très au-delà de ce qu'on trouve un peu partout ailleurs. 2024, automne 2024, un jeune qui se passionne pour ça, qui a monté sa petite boîte d'analyse microbiologique, génétique, il est revenu sur le site et on lui a fait comparer 4900 champignons. Et ça y est, on a dépassé le Mont Blanc, 4807. Hein. Pour nous, enfin, c'est un symbole de passer au-dessus de ce truc-là en France. Hein. C'est-à-dire qu'on est dans de l'altitude, là. Certains disent qu'on plane, nous on dit qu'on construit le futur. Et ça, quelques palombes, ramiers,
quelques grues et le rossignol Philomène. C'est les seuls animaux migrateurs qu'on voit régulièrement se poser chez nous. Qui aurait pu imaginer qu'un partenaire de 27 grammes, qui fait 7000 bornes, allait être déterminant dans l'activité microbiologique de nos sols? La vie est belle, merveilleusement belle, qu'aujourd'hui, en tant qu'être humain, on a un peu le sentiment qu'on est tout seul à devoir régler ce problème du réchauffement climatique, d'érosion de la biodiversité et de tous ces trucs-là. En fait, globalement, tout le monde nous fait culpabiliser sur ces choses-là. Tant qu'on ne se met pas en mouvement pour faire quelque chose, on n'arrêtera pas de culpabiliser, on n'arrêtera pas de se dire qu'on est des gros merdeux, et on n'arrêtera pas de s'opposer frontalement avec les gens qui nous disent « Ouais, vous les agriculteurs, vous êtes des couillons, nous on va vous dire comment faire ». Parce qu'on prend les choses en main, en fait, on se rend compte qu'on peut devenir producteur de biodiversité, d'encore plus de vie, que nos systèmes peuvent garder leur productivité, même dans certains cas l'augmenter, mais sans parler de ça, de garder leur productivité, mais en plus de substituer une grande quantité des intrants qu'on utilise pour cultiver par ce que la nature sait faire spontanément. Tous ensemble, des castors, des humains, des rats-aux-pieds, des pigeons ramiers, toutes les petites bestioles qu'on n'aime pas dans nos sols, dans nos cultures, et toutes les autres bestioles qui vont arriver si on s'ouvre aux migrations qui viennent de l'extérieur. Tout ce qui va arriver en plus, c'est qui va compléter nos écosystèmes, faire que, comme ce qui s'est passé en Corrèze sur nos rats-aux-pieds, toutes les petites sauvagines, toutes les bestioles qui mangent des rats-aux-pieds aujourd'hui sont protégées. C'est-à-dire qu'avant, on tuait les blaireaux, on tuait les renards, on tuait toute cette sauvagine-là, parce que, soi-disant que ça mangeait les poules, bon, sauf qu'on n'a plus de poules. Hein. Il n'y a plus beaucoup de poules, et les poules, depuis qu'on a les fièvres là, sur les volailles, là, on est obligé de les emballer dans des endroits où il n'y a plus d'animaux sauvages qui se mélangent à elles, donc elles sont toutes protégées sous des grillages, il n'y a plus de renards, il n'y a plus rien qui vient les manger, et donc on continue de tuer les renards, quoi. Il a suffi qu'on les laisse. Même certains agriculteurs ont réussi à presque les domestiquer, à leur montrer, ouais, venez voir ici, certains producteurs de blé bio qui passent une hercéterie dans ses champs. Et lui, en fait, il remarquait que le renard, dès qu'il passait sa hercéterie, le renard venait pour manger tous les petits mulots qui allaient se retrouver à la surface, hein, parce que leur galerie était cassée. Donc il était suivi par le renard, et donc Marc, il s'appelle Marc Poulet, un agriculteur passionnant. Il allait, dès qu'il voyait des taupinières là, de rats-aux-pieds, il allait juste avec son tracteur faire semblant de passer sa hercéterie. 10 minutes après, les renards étaient là. Vous voyez, cette complicité qu'on peut même avoir avec la nature pour la faire fonctionner, mais tous ensemble. Et peut-être que pour les pigeons ramiers, il va falloir qu'il y ait encore plus d'oiseaux, plus d'arbres, plus de fruits, des rossignols, plein d'oiseaux différents, et toute l'année, pas qu'au moment où les pigeons ramiers rentrent dans nos parcelles. Et quand il y aura tous ces oiseaux qui seront là, ben là peut-être que des rapaces, mangeurs d'oiseaux, vont commencer à arriver dans le milieu, s'y installer, et quand avec un producteur éclairé, il dit ben, on va même mettre des nichoirs particuliers pour ces rapaces qui viennent m'aider, eh bien, que les pigeons ramiers arrivent à ne plus être des problèmes. Par contre, ça devient des problèmes pour les gens qui n'ont pas de rapaces chez eux. Hein. Et donc, ça le déplace, mais vous voyez, c'est que plus de vie, c'est comme ça que fonctionne la nature. C'est comme ça que fonctionne la vie. Et la grande joie, le gros message qu'il faut retenir de tout ça, c'est qu'en mettant plus de vie dans nos vies, ce sera de plus en plus facile de fonctionner dans ce monde incertain où tout n'arrête pas de fluctuer.
tous ensemble, dans la même barque, côte à côte, nos pas sur les mêmes chemins que ceux de la nature, pour apprendre à mieux s'observer, mieux se connaître, mieux s'apprécier, et peut-être à mieux s'aimer. Les modes d'agriculture que nous mettons en place, c'est avant tout des agricultures de l'amour. La vie est belle. Mes petits muscardins sont là pour nous le rappeler. Bon, alors avant qu'on se mette à boire la bière, parce que j'ai très soif, dans un regard comme ça, il y a sûrement quelques questions. Voilà, donc pour les personnes qui ont envie de poser des questions, on ne va pas la faire trop longue, mais si vous avez envie de poser une question, levez bien la main et je vous passe le micro.